Ali, il est 16h GMT, je te propose de commencer. On va passer ensemble 60 minutes donc pour ce talk de Perfengo. Je vais vraiment en 2-3 minutes rappeler de quoi il s'agit et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Ali, tu es toujours là, est-ce que ça te va? Alors, est-ce que Ali, tu m'entends? On dirait que tu m'entends plus pour l'instant, mais ça va revenir, je pense. Donc, le talk de Perfengo, c'est 60 minutes pour parler avec un dirigeant de capital humain, de people, de ressources humaines, et avec un focus business, un focus où on souhaite comprendre le rôle et la place des ressources humaines et du capital humain dans l'organisation avec ce regard donc de dirigeant. Il s'agit ici donc, et vous avez vu le titre, de comprendre avec Ali Fares, notre invité, comment il perçoit le capital humain dans son organisation et comment il a construit sa vision autour du people. Capital humain, premier asset de l'organisation, c'est notre hypothèse, c'est notre postulat, et c'est de cela dont nous allons parler avec Ali maintenant. Perfengo, c'est une filiale de Smartmetrics. Smartmetrics, c'est une société de conseil en management et coaching stratégique. Et nous allons, avec Perfengo, nous adressons les enjeux plus RH, et notamment à travers des solutions d'assessment pour justement accompagner la prise de décision sur un certain nombre de sujets très people, comme le recrutement, comme la mobilité, comme le développement des compétences et l'évaluation des compétences. Voilà, en quelques mots, évidemment, on pourra en parler un peu plus tard ensuite. Ali, merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. On a vraiment souhaité que tu sois là pour parler donc de capital humain, premier asset de l'organisation. Pourquoi? Tu vas nous l'expliquer. Mais nous, notre intuition, en suivant Agrossi, en suivant la manière dont vous avez développé et vous développez cette organisation, c'est que les résultats, en tout cas ce que vous rendez visible, c'est une organisation qui a une culture forte et on a souhaité savoir derrière cette culture quelle était la vision et quels avaient été finalement les éléments clés pour construire cette marque et cette culture que nous, on voit de l'extérieur et qui semble véritablement mettre en avant cette idée de capital humain. Ali, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques minutes? Tout le monde ne te connaît pas. Et puis ensuite, peut-être donner juste les éléments clés de la création et de l'implantation de Agrossi en Côte d'Ivoire pour poser le sujet et poser le décor. Est-ce que tu veux bien nous faire ça? D'accord. Donc, merci déjà Emmanuel pour l'invitation. Hein. Et en tout cas, pour moi, c'est un honneur d'y participer. Et c'est un premier exercice. Hein. On verra s'il s'avère concluant. Alors, juste pour revenir sur mon parcours, hein, donc je m'appelle Ali Fares. Hein, j'ai 34 ans. Ok. Je vais fêter 34 ans cette année. Et voilà, j'ai grandi au Sénégal. Je suis né, j'ai grandi au Sénégal, d'origine libanaise. Et mes parents sont eux-mêmes nés au Sénégal aussi. Donc ça fait de longues années que nous sommes installés chez nous au Sénégal. Et donc voilà, j'ai 34 ans. J'ai été diplômé d'école de commerce à Paris. Donc, avec un master en entrepreneuriat. Juste avant mon école de commerce, j'ai fait un diplôme de comptabilité. Je suis marié et j'ai 2 petits-enfants. Donc, voilà un peu qui est Ali Fares. Très bien. Explique-nous ton arrivée en Côte d'Ivoire, justement. Tu donnes un élément intéressant. Tu viens du Sénégal et donc, il y a quelques années, tu décides d'arriver en Côte d'Ivoire. En quelques mots, le projet et justement la logique derrière cette implantation en Côte d'Ivoire. Exactement. Donc, le projet remonte depuis 2015-2016, hein, je dirais. En 2015-2016, nous étions partenaires de Coca-Cola. Nous étions donc partenaires du groupe Coca-Cola au Sénégal. Et puis, on projetait une implantation industrielle en Côte d'Ivoire avec Coca-Cola.
Et puis finalement, bon, ça s'est fait sans. Mais donc, on projetait une implantation industrielle. Et puis, dans cette logique d'implantation, moi, j'ai dit à mes parents donc mes parents qui sont la famille, hein, qui sont les propriétaires donc, de ce business, j'aurais dit que moi, j'aimerais bien participer à ce projet. Et donc, j'ai pris la direction du projet. Et puis, naturellement, derrière, j'ai pris la direction générale de ce projet. Donc, voici comment je me suis installé petit à petit en Côte d'Ivoire. Donc, le projet, il a démarré, je dirais, les premières études autour de 2016. Et puis, la construction de l'usine et des opérations à partir de 2017. Et enfin, le lancement des opérations sur le marché en plein Covid en mars 2020, le 16 mars 2020. D'accord, ok. Voilà. Donc vous exploitez et vous commencez à distribuer. C'est ça. Donc, à partir du 16 mars 2020, donc on commence à, voilà, pour revenir, qui est Agrossi, hein. Agrossi, c'est bien de le présenter. Agrossi fait partie donc du groupe Kiren, ok. Et donc Agrossi, il produit donc de l'eau minérale Kiren, de la marque Kiren, du jus de fruits Presea, ok. Et bientôt des boissons sous licence Pepsi Cola. Donc, Agrossi est la société sœur du groupe Kiren, qui est basée au Sénégal, qui produit de l'eau minérale, qui est leader, qui produit du jus de fruits, qui est franchisé Candia et qui est également sous licence internationale de Pepsi Cola. Voilà. Donc, dans le but d'une expansion donc, géographique, okay, ça a été la première expansion géographique, je vais dire, à l'international pour ce groupe Kiren, dans ce cœur de métier. C'est moi qui l'ai développé. Pour le Ok. coup. Ok. Donc aujourd'hui, tu as mentionné un certain nombre d'éléments, Ouais. groupe industriel. Hein, donc moi, je retiens ça très fort quand même. Vous êtes c'est un projet agro-industriel, hein, oui, agro-industriel, on dit. C'est ça, agro-industriel. Agro-industriel, basé au Sénégal. Donc il y a une idée de transfert de compétences, transfert de marques, transfert d'un certain nombre de choses. Tu as parlé de ta famille, groupe familial, et tu as mentionné que tu étais relativement jeune, si je puis me permettre. C'est ça. Exactement. Donc, voilà. J'ai pris ce projet, j'étais très jeune. Hein, j'ai pris ce projet, je devais avoir 27 ans. Donc, quand j'ai pris la direction du projet, donc en tant que chef de projet, voilà, j'étais assez jeune et puis j'avais 3 années d'expérience, je veux dire 3 années d'expérience professionnelle, hein, dans les jambes, et pour manager un projet de plus de 50 millions d'euros d'investissement. Aujourd'hui, on est quasiment à 8 lignes de production, donc plus de 200 employés en emploi direct, hein, en emploi direct. On est autour de 200 employés et puis il y a tous les emplois indirects qui viennent. Hein. Donc, c'est ce que j'allais te dire lorsqu'on parle donc d'industrie. Ce qui vient à l'esprit, c'est cette capacité d'investissement, c'est la présence d'investisseurs, c'est la présence de plans de développement et de rentabilité. C'est l'expertise technique aussi qui vient à l'esprit. Donc, c'est le fait de monter tu as dit, 8 lignes aujourd'hui et de production. Mais ce qui vient pas forcément à l'esprit, c'est le people, justement. Alors, si on se l'imagine, mais on se l'imagine justement dans l'usine, tu vois, à faire tourner les machines. Et donc, j'aimerais bien que justement tu m'expliques dans ce processus-là, que tu viens de décrire de manière très, très brève, hein, très synthétique, la place dans ta vision et dans ta manière dont les choses ont émergé, la place que tu as donnée à la construction humaine de ce projet. Est-ce que c'est quelque chose qui était très clair au début? Est-ce que c'était quelque chose qui est apparu voilà, au fil du projet? Comment est-ce que tu peux nous décrire cette dimension-là? Et je révèle, bon, je ne veux pas spoiler l'entretien, mais il se trouve que évidemment, tu y attaches beaucoup d'importance et ce people, ce capital humain, il est au cœur de votre sujet, au cœur de votre projet. Donc, comment est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent comment ça a émergé, cette dimension capital humain dans ton projet? Bon, déjà, ça a démarré depuis le plus jeune âge, hein, je dirais. Une histoire démarre depuis le plus jeune âge, où j'ai baigné aussi dans une culture entrepreneuriale.
avec des valeurs fortes, Ok. qui sont les valeurs de la famille, voilà, qui sont les valeurs de la famille. Et ensuite, progressivement, dans le monde du travail, quand j'ai commencé à travailler, et je me souviens, hein, ça a été mon premier jour de travail, bah, mon père, il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, voici les valeurs que tu dois montrer tous les jours quand tu viens au travail. Donc voilà, ça commence depuis mon plus jeune âge. Et moi, j'avais à cœur aujourd'hui de, de mettre cette vision, si vous voulez, cette vision partagée de ma famille, des actionnaires, ok, mais la mettre dans un système et dans un capital humain qui est fort. Parce que sans les hommes, on ne peut pas piloter 50 millions d'euros d'investissement, 8 lignes de production et puis surtout manager 200 emplois directs et plusieurs centaines d'employés indirects. Donc, j'ai placé les ressources humaines au cœur de ma vision, au cœur de ma vision. Ça a été plusieurs étapes successives. Hein. Ça a été plusieurs étapes successives. La première chose, ça a été donc déjà de recruter un chef de projet industriel qui soit fort et qui ait une expertise métier. Et puis, la deuxième étape, bien évidemment, a été de se constituer un comité de direction et de pilotage qui soit expert, avec des valeurs qui sont fortes et qui vient de profils différents. Ça a été important pour moi de construire une équipe pluridisciplinaire, de parcours différents, venir d'une multinationale comme une PME ou comme un cabinet de conseil à l'international, voilà, et de cultures différentes aussi. Ça a été très important pour moi. Donc toute cette richesse-là a conduit à ce que Agrossi est aujourd'hui. Et ensuite, on est monté par le top line, hein, on est monté par le comité, le management committee, et ensuite on est descendu jusqu'aux équipes. Et donc toute cette vision-là a été implémentée au niveau a pu être implémentée en tout cas au niveau de toute la société. Donc ton comité directeur, il est créé quand, Ali, par rapport à la timeline? Il est créé à 1 an du projet. Ce comité a évolué aussi. Donc il a été créé à, je dirais, 1 an, vraiment 1 an avant le projet. D'accord. Et donc, toi, c'est t'assurer que tu as une équipe de pilotage qui comprend évidemment les enjeux financiers et industriels du projet, mais qui comprennent aussi ta vision entrepreneuriale, la vision du groupe, la vision entrepreneuriale du groupe. Exactement. Donc ça a été tout le challenge, hein, c'est de faire adhérer en fait, c'est de faire adhérer à mon comité de direction ma vision en fait, qui paraît un peu des fois un peu surdimensionnée, je dirais. Je prends un petit exemple. Hein, Oui, vas-y. Je vais prendre un petit exemple, c'est le marché du jus de fruits en Côte d'Ivoire était sous-développé. Ok. Qui est assez fou pour prendre le pari d'investir 30 millions d'euros pour produire du jus de fruits. Donc, le marché du jus de fruits en Côte d'Ivoire était estimé à même pas 10 millions de litres en 2019. Aujourd'hui, le marché, avec l'arrivée de Presea, est autour de 40-50 millions de litres. Donc, nous avons grossi le marché, nous avons pris un pari, nous avons relevé un challenge entrepreneurial et donc nous avons décidé d'aller aussi dans une stratégie où il y avait peu de concurrence. Le jus de fruits, ça a été notre angle d'attaque et pour capter tout de suite des parts de marché. Ok, donc ça, c'est cette vision business que tu as transmis. Est-ce que tu as eu quels sont les éléments a posteriori, les éléments de stimulants et de satisfaction de cette étape où tu as dû réunir ton comité de directeur, le créer? Et quels sont les éléments qui peut-être t'ont fait transpirer, qui ont été plus difficiles, où tu as eu l'impression peut-être que réunir les bonnes personnes, c'était un challenge ultime? Est-ce que ça t'a pris plus du temps que prévu? Comment est-ce que tu peux nous décrire en tant que, tu vois, dirigeant et entrepreneur, la création de ce comité directeur? Quelle expérience tu as vécue? Est-ce que c'est des sueurs froides? Est-ce que c'est des moments d'immense satisfaction de tout d'un coup
quelqu'un en face de toi qui comprend la même chose que toi. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ça? Bien sûr. Donc, je dirais que ça a été déjà beaucoup de recherche, beaucoup de curiosité, on va dire curiosité. Donc, je vais prendre le cas de ma directrice des ressources humaines, hein, avec qui j'ai fait le lycée, ma directrice des ressources humaines, donc j'avais entendu qu'elle cherchait à rentrer en Afrique et qui avait une grande expérience à l'international au niveau du Canada. Et donc, voilà, j'ai saisi l'occasion au niveau de la direction des ressources humaines. Au niveau de, je parle au niveau de la direction commerciale. Voilà, ça a été le plus gros challenge pour moi, ça a été de trouver un directeur commercial et marketing qui soit adapté pour le marché ivoirien. Donc, qui soit à la fois stratégique, mais également opérationnel, qui aujourd'hui nous définit en fait nos types d'organisation. On en a parlé un peu, Emmanuel. Nous sommes Ouais. des PME locales à la croisée des chemins en fait. Ouais. Donc, où nous gérons, nous avons des outils, des investissements, des systèmes de reporting qui n'a rien à enlever aux multinationales. Mais nous avons un fort ancrage local, en fait. Et donc, nous avons une capacité de manager localement, de décider rapidement, nous avons une agilité. Et donc, en fait, voilà, j'avais besoin de trouver dans ce comité de direction, hein, au niveau des DRH, la DRH, du directeur financier, du directeur commercial et marketing, et voilà, de la direction d'usine, des personnes qui me ressemblent, en fait, et qui sont capables d'épouser cette vision-là. Voilà, j'ai aussi monté ce projet avec mon petit cousin qui est parti aujourd'hui, hein, qui est parti il y a presque 2 ans. Donc, voilà, on lui rend aussi honneur, aujourd'hui aussi. Absolument, absolument. Regarde. On a une pensée pour lui. Merci de le mentionner. Ali, ce que je comprends, c'est que vous avez mobilisé de l'investissement et tu as mobilisé du capital humain, en fait, au départ. Et que donc les deux types de capitaux, c'est bien et le financier et l'humain à travers ce comité de direction. Donc, ce comité de direction, une fois qu'il a été mis en place, notamment sur la partie RH, tu viens de mentionner ta directrice des ressources humaines, qu'est-ce que tu as fait avec elle? Qu'est-ce que vous avez fait avec elle? Qu'est-ce que vous vous êtes dit au démarrage sur la culture, sur les valeurs, sur les impondérables finalement, ou les incontournables que vous souhaitiez intégrer dans le développement de Agrossi? Est-ce que tu as souvenir de ces premiers moments où vous vous êtes regardé, vous êtes dit, bon, ça, on va pas transiger. Ça, on va pas transiger. Donc, voilà, j'adore les expériences. Donc, c'est vrai qu'on a un grand groupe, ok, on est assez diversifié et assez structuré. Et puis, la dernière fonction qui nous manquait, on va dire, la dernière corde à notre arc, c'est la fonction des ressources humaines au niveau groupe. Et donc, moi, je l'ai pris très au sérieux parce que je sentais que c'est l'avenir de notre groupe, en fait. L'avenir de notre groupe se jouait dans notre capital humain. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est déjà recruter ma DRH, on en a parlé, et deuxièmement, lui expliquer qui nous sommes et quelles sont nos valeurs. Et voilà, j'aimerais que ces valeurs transpirent en tout cas dans l'organisation. C'est vrai qu'on a des valeurs qui sont écrites, hein, au niveau de notre société, mais ces valeurs-là, elles sont réelles. Elles existent et elles sont réelles et elles transpirent chez chacun de nos employés. Ensuite, je lui ai dit, Myriam, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est que nul n'est irremplaçable dans une organisation. Donc, je veux bâtir un système qui est très fort, Ouais. un système très fort qui soit décentralisé, si vous voulez. C'est-à-dire, moi, je suis le pilote du paquebot, hein, je suis le pilote, mais il y a toute une équipe derrière qui m'accompagne, en fait. Et donc, on a construit ensemble un système qui est très fort. Un système qui est très fort dans cette organisation. Et voilà,
voilà, on a défini aussi le type de profil qui nous ressemble, hein, comme j'ai dit, de PME familiale, au niveau du comité de direction qu'on l'a recruté, mais aussi au niveau des N-1 jusqu'aux équipes, qui exécutent en bas. Voilà. J'aime bien cette idée de décentraliser. Là, il va falloir que tu expliques un petit peu mieux. Tu as partagé avec moi, lorsqu'on s'est parlé pour préparer le talk, et là, c'était vraiment le dirigeant qui parlait, tu m'as dit, moi, je prends des décisions tous les jours. Oui, tous les jours. Et effectivement, avec Perfengo ou Smartmetrics, où on est en relation avec des dirigeants au quotidien, finalement, nous, notre mode d'accompagnement et même le sens de notre accompagnement, c'est la prise de décision, c'est faciliter et objectiver la prise de décision pour qu'elle soit plus fluide, pour qu'elle soit faite de manière, oui, c'est ça, hein, de manière plus fluide. Est-ce que ça a à voir, est-ce que si on met en relation ce que tu as dit sur le fait de prendre des décisions et le fait de décentraliser, est-ce que est-ce que tu fais ce lien-là? Est-ce que tu avais besoin de décentraliser pour pouvoir prendre des décisions, mais que aussi des décisions soient prises justement en comité de direction, en N-1, et que cette culture de la prise de décision qui est assez entrepreneuriale, elle soit vraiment au cœur d'Agrossi. Comment tu vois les choses? Donc, bien sûr, déjà, pour qu'une décision soit appliquée au plus bas niveau dans une société, il faut il faut que la communication entre les services passe parfaitement, elle soit transversale, mais aussi elle descend. Donc ça, c'est hyper important. Donc, il faut bien sûr une parfaite communication entre tous les directeurs, mais également entre les directeurs et ensuite leur département et leur département. Ça, c'est super important. Ensuite, on en a discuté, Emmanuel, hein, tous les jours, on est dans une industrie. Donc, de par nature, donc une industrie, c'est une activité qui transforme une matière première en produit fini. Et donc, nous sommes dans les biens de consommation, les FMCG. Donc, nous avons une activité d'approvisionnement, une activité de stockage, de transformation, de qualité, de transformation, donc production, maintenance, qualité, vente et puis marketing. Voilà. Donc, nous intervenons à tous les maillons de la chaîne, en fait. Tous les maillons de la chaîne. Et à tous ces maillons-là, il y a des ressources humaines. Oui. Ressources humaines. Et donc, notre pari, hein, donc avec la DRH, c'était donc de recruter des managers et des responsables. Voilà, des managers et des responsables. Donc, à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire que le technicien qui est technicien de sa souffleuse, il s'approprie son outil de travail, en fait. Il s'approprie son outil de travail. Et puis il manage son outil de travail comme si c'était son équipe, son jouet, etc. Et donc, à tous les niveaux, en fait, au niveau des techniciens, des chefs d'équipe, des responsables, des directions. Donc, voici comment on a procédé. C'est super intéressant. On a une question, Ali, là, de Alain Bateau sur le recrutement du CODIR et qui a tilté sur le fait qu'il s'était constitué 1 an avant le lancement des opérations. Et donc, qui est donc avec un focus sur la capacité technique des personnes, hein, et à comprendre justement l'enjeu technique et l'enjeu stratégique. Et il se posait la question sur justement la capacité managériale des concernés qui s'est mis en œuvre peut-être un peu plus tard quand les effectifs se sont étoffés. Mais là, là, tu donnes un élément important, c'est-à-dire que la capacité managériale, vous la voyez pas uniquement au niveau des managers, entre guillemets, vous la voyez au niveau de chaque élément qui doit être en mesure, le ownership, l'appropriation, la responsabilité et la prise de décision devant son outil de travail ou devant son périmètre de travail. Et donc ça, et comment vous faites ça? Alors justement, la question d'Alain, c'est de dire comment vous décelez cette chose-là et comment vous l'accompagnez. Bien sûr, donc à tous les niveaux, Emmanuel, hein, donc on a parlé, j'ai donné un petit exemple au niveau de la technique, mais au niveau du territoire, donc au niveau de la distribution. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est 320 000 km². OK ?
Donc, 320 000 km². On a dû recruter 220 commerciaux en l'espace de 6 à 12 mois qu'il a fallu déployer sur le terrain. Donc, il fallait déployer donc, les vendeurs, les managers, et ensuite les managers, les chefs de territoire, etc. Et donc bien sûr, ce que je voulais dire, c'est on a des outils RH pour ça. On a des outils RH, en fait, on a mis en place des outils RH d'évaluation des compétences des employés. Hein, ça part donc déjà de la fiche de poste, hein, standardisation des fiches de poste. Ensuite, ça va aux critères de recrutement, à l'étape de recrutement. On n'avait pas connaissance à l'époque de vos outils Perfingo, de l'évaluation, donc de l'évaluation des compétences des équipes avec Perfingo. Donc ça s'est fait avant, hein, ça s'est fait donc 2 ans avant, je crois. Et donc voilà, donc on a dû recruter les équipes, les introduire au sein de la société. Hein. Il y a une petite période d'induction. Hein. Chaque employé, quand il arrive dans une compagnie, qu'est-ce qu'il fait? Donc on a défini donc un cadre d'induction de la société, et puis ensuite, l'employé il fait sa vie au sein de la société. Et tous les 6 mois, au départ, donc on avait des évaluations. On a toujours des évaluations semi-annuelles, hein, tous les 6 mois, ok, où donc on fait un lien entre la fiche de poste et puis l'employé, hein, donc La pratique. et la pratique qui sont synthétisées sur un document, et puis derrière, bien sûr, les compétences interpersonnelles de l'employé. Et ça, c'est important pour aspirer à être un manager. Il y a 2 éléments. Alors, on va revenir sur les soft skills, effectivement, et sur cette dimension d'induction ou d'onboarding. Ça veut dire que vous mettez de la ressource là-dessus, Ali. Vous mettez Bien du sûr. temps et de la ressource. Le capital humain, il est un asset s'il est nourri de ressources. On peut pas. Je dis ça, tu comprends très bien pourquoi je dis ça. C'est-à-dire que on voudrait que tout le monde soit manager et en même temps, on forme pas forcément ou on n'accompagne pas forcément autour des sujets pertinents. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bien sûr. Bon, déjà, moi, je me suis impliqué personnellement dans le recrutement. Je suis descendu à 3 niveaux en dessous de moi. Donc, je suis descendu au niveau, bien sûr, le CODIR, mais en dessous du CODIR et des fois en dessous du CODIR. Donc au chef de département et souvent, voilà, N-3. Donc, moi, je suis descendu N-3, des fois même N-4. Hein. Donc, je suis descendu. Donc voilà, au tout début, donc on avait du temps, hein, on avait du temps à consacrer. Donc voilà, je voulais être sûr que la base, elle est solide. Les fondations sont solides. Des journées à recruter, hein, finalement. On a passé des journées à recruter. Ça s'est fait par plusieurs moyens. Hein. On a utilisé des agences de recrutement pour du volume. Okay. On a utilisé des bases de données et on a utilisé le bouche à oreille. Voilà. Voici comment on a procédé. Et donc voilà comment ça s'est fait. Hein. Et exactement. Donc on regardait bien sûr, hein, on regardait bien sûr les hard skills, hein, l'expérience acquise, ok, les compétences requises pour le poste, mais on regardait aussi l'habilité de la personne à devenir un manager, à évoluer dans une organisation. Parce que donc, quand vous avez un commercial, quand il démarre chez vous, un agent commercial, eh ben, son souhait derrière, c'est d'être territory supervisor, hein, chef de territoire, ensuite chef de région, et ensuite chef de division commerciale, par exemple. Et voilà, donc voilà, tout ça, donc tout ça est documenté chez nous. Hein. Tout ça est documenté chez nous. Il y a un parcours, de l'employé au sein de notre organisation. Bien évidemment, tout le monde ne va pas y arriver, hein, parce que les places sont limitées, mais ça ouvre de la possibilité avec l'entreprise qui est en perpétuel développement et donc qui est en perpétuelle mutation d'organisation aussi et qui évolue sans cesse.
On va parler de ça aussi. Alors, je résume, Ali, et j'en profite pour dire à tous les participants d'abord de les remercier d'être là, de nous suivre, de suivre ce talk avec Ali. On est à peu près à mi-chemin. D'ailleurs, c'est un signal que je te donne sur la gestion du temps, Ali. On est à 16h30. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y a des questions sur le chat, mais il y a aussi un onglet questions. Donc, vous pouvez vous poser vos questions. Ali, là, tu nous as parlé donc de la première démarche clé autour du comité de direction. Et donc, on est bien d'accord, capital, investissement financier, capital humain à travers un comité de direction. Et ça pose finalement cette vision sur le capital humain. Tu nous as parlé de toi et sur le fait que en termes de ressources, en termes de temps, en termes d'investissement personnel sur ce comité de direction et ensuite sur des processus de recrutement, tu as mouillé la chemise, comme on dit un peu familièrement, mais il n'y a pas d'autres possibilités si je comprends bien. Il y a un sujet que tu m'as mentionné, enfin une idée que tu m'as mentionnée, c'est que tu étais et le comité de direction était extrêmement connecté au marché et connecté aux ressources. Ce sont deux choses que tu m'as dit. Et donc, par la force des choses, chacun se sent impliqué, se sent aussi accompagné ou se sent reconnu et chacun fait de même à son niveau. Et donc, on en vient à cette idée que tu as développée aussi sur le collaborateur-manager au sens responsabilité, prise de décision et action sur son périmètre, qu'il est une machine, une personne, deux personnes. C'est un des éléments de la culture aujourd'hui de Agrossi. Est-ce qu'on est d'accord? C'est à peu près ce qu'on a évoqué là de manière très synthétique. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Maintenant, il y a un élément que tu as aussi mentionné, mais que je trouve vraiment intéressant, et je voudrais juste le développer un tout petit peu, c'est les différents socles de l'identité Agrossi aujourd'hui qui sont un peu ils prennent différentes formes. On a parlé de PME, on a parlé de start-up, on a parlé d'entreprise familiale, on a parlé de multinationales. Agrossi, c'est un peu tout ça aujourd'hui. On a parlé… Le groupe Agrossi qui règne, c'est un peu tout ça aujourd'hui, oui. Exactement. C'est ça, donc, avec une culture familiale très importante, avec une volonté de mettre des systèmes au cœur de ce socle, c'est ce que tu amènes. Et donc, aujourd'hui, comment on fait pour ancrer justement toutes ces valeurs, que quelqu'un comprenne tout ce que ça veut dire d'être au sein d'Agrossi qui est à la croisée des chemins, comme tu as dit tout à l'heure. Est-ce que là, on en arrive justement à parler des fameuses soft skills pour pouvoir à la fois faire preuve de rigueur, de conformité, qui sont des soft skills, et en même temps d'agilité, de prise de responsabilité, de prise de décision. Comment ces soft skills-là, lesquels finalement incarnent et lesquels doit-on mobiliser aujourd'hui pour travailler à Agrossi, tel que je viens de le définir. Là, on dirait que Ali est bloqué par le web. Et je pense qu'il va revenir tout simplement. Alors, je vois je vais en profiter le temps qu'ils reviennent. Merci à tous encore une fois pour les questions que vous posez. Je vais essayer de les retrouver dans le chat. Je vois Khadija Zara Koné, donc le secteur de l'industrie est en plein essor. Quel système de rétention est mis en place pour maintenir leurs collaborateurs? Alors, il m'a semblé que Ali tout à l'heure parlait justement de l'idée de construire le projet de développement et de carrière, si je puis dire, dans Agrossi au départ, et notamment avec cette idée de responsabilité. C'est probablement un des éléments qui va nourrir l'envie d'un employé ou d'un collaborateur de s'investir et de rester dans l'organisation. Il pourra peut-être nous le confirmer tout à l'heure quand il revient. Donc, on parlait justement finalement d'une identité qui était multiple et qui était peut-être pas compréhensible par tout le monde immédiatement, et que donc c'était à travers les soft skills que vous identifiez chez les personnes que vous allez savoir s'ils vont pouvoir finalement
s'intégrer, s'ils vont pouvoir, même s'ils ne comprennent pas toujours tous les éléments, s'ils vont pouvoir répondre présent dans la réalité de la société. Et donc, ces soft skills, finalement, voilà, comment vous en parlez aujourd'hui au sein de l'organisation et peut-être quels sont pour toi les soft skills, les soft skills pardon, clés pour être performant dans Agrossi aujourd'hui. Bien sûr. Donc, bon, on en a parlé, Emmanuel aussi. Hein, moi, j'ai baigné dans l'école du soft skills. Hein, j'ai étudié à l'école du soft skills. Et ces soft skills-là, je dirais, m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Hein. Donc, bien sûr, j'ai eu tout le support d'une famille et voilà, d'actionnaires, mais derrière, j'ai délivré du travail. Et donc voilà, le voyage, la culture, la curiosité, Tu as parlé de ça. l'agilité. Oui. Comment? Non, je dis curiosité, c'est quelque chose qui te caractérise. Voilà, et tu l'as mentionné tout à l'heure, d'ailleurs sur les sujets de recrutement, hein, les sujets d'aller identifier les bonnes personnes. La curiosité va nourrir cette démarche d'aller vers les personnes dont tu as besoin en t'intéressant à elles et à leur contexte, etc. Bien sûr. Donc la curiosité, mais à tous les niveaux, hein, ça va au niveau de l'industrie aussi. Donc moi, j'ai parcouru des grosses industries. Hein. Je suis allé visiter de très très grosses industries pour nourrir en fait ma culture industrielle. J'ai aussi collaboré avec de grosses compagnies, des grosses multinationales, et en fait, je me suis forgé un parcours, hein, à moi-même. Et donc tout au long de ma petite expérience, hein. Ça fait 7 ans que je travaille aujourd'hui. Les soft skills m'ont beaucoup aidé et m'ont amené, je dirais, là où je suis aujourd'hui. Hein. Et bien sûr, j'ai été éduqué, j'ai fait une école de commerce. Ça me donne les bases, hein, aujourd'hui pour appliquer en réalité. Donc, voilà, une stratégie, une vision, ok. Mais derrière, il faut beaucoup de soft skills, beaucoup de soft skills de management, parce que le management, c'est du soft skills, hein, c'est 90%. essentiellement du soft. Comment? Oui, à 90%. À 90%. Et ça, je l'ai appris aussi à l'école de la vie. Hein. C'est à l'école de la vie. Et donc, tout au long de mon expérience, ça démarre même à l'école. Hein. Donc, voilà. Donc, et puis, tout au long de mon expérience professionnelle. J'ai une question du coup qui émerge là. Oui. Tes actionnaires et notamment Oui. la famille. Et notamment la famille. Oui. Oui. Justement, il y a naturellement et intuitivement, il y a cette école des soft skills, comme tu dis, j'ai été à l'école des soft skills, mais à partir du moment où tu crées le système et où tu places les soft skills finalement comme quelque chose qui est moins intuitif, c'est quelque chose qui est identifié, qu'il faut objectiver, que tu peux évaluer, et avec des prises de décision du coup qui sont aussi plus rationnelles. Comment est-ce que tes actionnaires et donc aussi ta famille en partie, comment est-ce qu'ils justement perçoivent ce rapport à l'humain et ce rapport au capital humain que tu as finalement développé avec Agrossi? Est-ce qu'ils sont respectueux finalement d'une approche qui est plus systémique? Et voilà, comment tu peux nous décrire justement ce rapport maintenant avec le système que tu mets en place et tes actionnaires? Bien sûr. Bon, je pense que voilà, la finalité derrière tout, hein, c'est la maturité professionnelle, en fait. C'est donc plus je manage, plus j'ai de cas au quotidien, plus je prends des décisions tous les jours opérationnelles, voilà, j'ai des cas complexes à gérer, et plus tu acquiers, on va dire, de la maturité professionnelle. Et aujourd'hui, vous savez, on évolue aussi en Afrique. Où il n'y a pas que les valeurs business qui comptent en Afrique. Il y a les valeurs de performance et de business, ça compte, mais il y a aussi surtout les valeurs humaines qui sont au centre de toutes les relations. Voilà, qui sont au centre de nos relations, je veux dire externes. Donc, des relations avec les banques, des relations avec les administrations,
des relations avec les partenaires publics. Et donc, pour mener à bien donc, toutes ces relations, il vous faut naturellement des soft skills qui contribuent à beaucoup dans le business. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est l'expérience t'a amené à mûrir extrêmement rapidement, justement, Exactement. hein, c'est ça, et donc ça force, en fait, tu dois forcer le respect et l'acceptation finalement de tes actionnaires tant que tu finalement adresses les sujets, les situations et que Bien tu sûr. apportes des solutions. Bien sûr, exactement. Après, je veux dire, ça nous pousse à aller plus loin, hein, mais le système hard skills, il doit être là hein, dans une société. Donc, les outils de production, les outils de production, les outils informatiques, les équipes commerciales, les véhicules de distribution, toute la force marketing, tout ça doit être là et doit être piloté. Voilà, doit être là, doit être piloté, mais il doit être piloté par des hommes et par des managers. Et ça, c'est très important. Voilà. Après on est aussi, en tant que directeur généraux, en tout cas, des images publiques, on va dire, de la société, même si ce n'est pas moi mon fort, en tout cas. Voilà, je suis plutôt un homme de l'ombre et qui aime bien travailler, on va dire, discrètement. Mais voilà, donc on se doit de représenter en public la société. Et donc pour cela, il faut savoir communiquer, il faut savoir toujours avoir le sourire, et toujours être respectueux et voilà, et toujours respecter les autres. Ok, Ali, on va prendre quelques questions là. Il est 17h43 et de 16h43. Des questions un peu techniques. Tu dis comment tu réponds comme tu le souhaites. On a une question sur la rétention. Kadiatou Fofana demande votre politique de rétention. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui dans un marché où l'industrie justement enfin, le développement industriel est fort, hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui se développent. Aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet pour vous de retenir vos collaborateurs et vos meilleurs collaborateurs? Est-ce qu'ils restent? Pourquoi ils restent? Comment vous les faites rester? Qu'est-ce que tu peux m'en dire Bien sûr. Sachant que c'est une question qui est pertinente puisque capital humain, c'est votre asset, vous investissez dessus, vous voulez les garder. Bien sûr. Qu'est-ce que tu peux en dire? Sûr. Je peux vous dire déjà qu'il a fallu attirer les talents. Il a fallu attirer les talents dans un marché où nous n'étions pas connus. Nous sommes arrivés, qui connaissait Agrossi, qui connaissait Kiren, Pressia. Donc pour cela, bien sûr, il a fallu convaincre les talents de nous rejoindre. Ça vient bien évidemment par un outil industriel performant, mais bien sûr derrière des packages attrayants pour attirer donc, les talents du marché. Une fois que vous les avez attirés, ces talents, il faut pouvoir les retenir. Juste un chiffre, on est, je crois, à plus de 95 ou 96% de rétention de nos employés. Donc, sur tout le personnel de l'Agrossi, donc on est autour de 96% de rétention. Comment on les retient? Bon, déjà, l'environnement de travail, c'est le plus important. Hein. Pour nous, l'environnement de travail, on en a parlé plutôt, la culture d'entreprise. Il faut savoir que chez nous, on se sent bien. C'est vrai qu'il y a les valeurs ne sont pas écrites partout, générosité, éthique, etc. Mais ça transpire au sein de la société. Les employés s'y sentent bien. La deuxième chose, c'est nous avons des plans de formation en interne, des plans de formation pour nos employés. Donc depuis qu'on est arrivé, on a eu pas mal de plans de formation et de plans de formation à l'ensemble du personnel, à tous les niveaux. Et enfin, le dernier point, c'est la rétention. Comment on les retient? Ça va par, donc, bien sûr, de fournir, on se doit de fournir un cadre. Donc, on se doit de fournir un fil de carrière à nos employés. Oui. On se doit de fournir et on se doit aussi derrière, bien sûr, d'ajuster les packages quand il le faut. Voilà. Donc, tu dis, un cadre de travail qui permet finalement l'épanouissement personnel dans le relationnement, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, on est fait de relations, on est fait de capacité et ce besoin à se relationner, que ce soit dans le business, mais de manière, on passe
on passe plus de la moitié de notre vie au travail. Hein, donc, on a plutôt intérêt à avoir un cadre qui permet de s'exprimer. Ensuite, quelque chose de plus structuré autour de la formation, de l'apprentissage et donc du développement personnel, du développement professionnel. Et si ça, c'est bien fait, vous êtes à l'écoute sur justement les ambitions de chacun, sur là où il veut se développer, là où il veut aller. Et donc, ça devient, et le sujet de la rétention n'est plus, de ce point de vue-là, n'est plus un sujet. Les gens restent chez vous. Bien sûr, mais on peut en discuter, Emmanuel. Nous avons eu un cas concret. Nous avons eu un cas concret qu'on a travaillé ensemble. Donc, je peux énoncer ce cas. C'est notre directeur d'usine qui était responsable des opérations, qui était N-2 de l'usine, hein, qui était N-2 de l'usine, qui était sous la direction technique et qui est passé aujourd'hui directeur d'usine, donc hiérarchiquement au-dessus du directeur technique. Et donc, nous l'avons déjà, ce talent, nous l'avons identifié. C'est moi-même qui l'ai recruté. Nous l'avons identifié. Et puis, nous lui avons préparé tout un plan, hein, de formation et je dirais, de préparation managériale à devenir directeur. Hein. On l'a fait avec Smart Metrics. Je me souviens, c'était un très beau projet. Et ça a été un bel exemple, en fait. Ça a été un bel exemple. Je me souviens même du jour où il a été promu en tant que directeur d'usine. Il a eu tous les applaudissements de la foule. Donc, c'était vraiment le choix du roi. Hein. Donc voilà. Donc, c'était un petit clin d'œil pour Séverin. Et voilà, pour vous dire que chez nous, tout est possible, en fait. Et il avait toutes les qualités. Il avait toutes les qualités donc, requises pour le poste en termes de qualités techniques, les qualités managériales, mais aussi les soft skills. On en revient à cette volonté d'investir sur le capital, investir de la ressource. Voilà. Et on a investi. Et vous le savez, on a investi. Absolument. Ali, ce dont on parle là maintenant, ça m'évoque une notion qui est très utilisée maintenant sur la marque employeur et le marketing employeur. Et donc, effectivement, vous avez des pratiques qui sont réelles, qui sont au cœur de votre développement stratégique en termes people, capital humain, c'est ce qu'on est en train de voir. Et à côté de cela, ça peut paraître déconnecté, en réalité, ça l'est. Vous développez votre communication et vos marques de manière, je trouve, très intéressante parce que d'un côté, vous développez votre marque industrielle, c'est-à-dire que vous faites apparaître Agrossi au grand public. Évidemment, en parallèle, vous avez vos marques commerciales, Kiren, Presea, Fresh, etc. Et donc, vous avez vraiment cette communication sur les deux types de marques qui, de mon point de vue, deviennent finalement la marque, ça contribue aussi à la marque employeur. Donc, on se dit, il y a des marques commerciales, il y a des produits qui sortent du B2C, du FMCG, comme tu as dit, et puis derrière, il y a une marque industrielle qui doit garantir justement que cet environnement industriel de travail, il est aussi mis en valeur et il correspond aussi à des valeurs. Et donc, moi, je te pose la question, hein, je suis assez bluffé par le fait que vous développez en même temps cette marque, moi je l'appelle marque industrie, hein, marque industrielle, et les marques commerciales en même temps. Est-ce que c'est pas ça la marque employeur finalement? En fait, tu l'as résumé, hein, Emmanuel. Hein, je vais partir. Donc, il y a deux constats. Hein, c'est avant le lancement donc de Presea sur le marché en Côte d'Ivoire. Donc, où nous devions donc aller chercher les talents, les identifier et leur proposer, bien sûr, sur base de promesses et d'un outil industriel et d'un cadre travail attrayant, donc une opportunité de travail. Et puis, il y a la réalité aujourd'hui en 2023. Où la société, donc, elle est connue de la place publique, donc a grossi. Et puis, évidemment, les marques se sont lancées et ont communiqué. Et donc, les produits sont les premières, je dirais, nos marques sont les premières marques employeurs d'une société. Et ça, c'est important. Et ça s'est récemment encore plus confirmé depuis que le marché ivoirien a entendu en tout cas que Agrossi allait être le nouvel embouteilleur de Pepsi Cola. Et donc là, il y a eu un fort attrait pour Agrossi. Donc déjà, ça s'est fait graduellement. Hein. Lancement de Kiren, lancement de Presea, confirmation de Presea. Donc de plus en plus de talents. Hein. Vous êtes la société qui produit
Agrossi, la société qui produit Presea, et maintenant Pepsi Cola. Donc oui, il y a une étroite corrélation entre la marque employeur et bien sûr le marketing qui est fait sur le marché. Excellent. Ouais, donc tu nous confirmes bien l'effet très concret et très direct d'un beau développement de marque, d'une marque maîtrisée, à la fois sur la partie organisation et la partie produit. Et très bien. OK. Alors, d'autres questions. Il est 16h52. Toujours un peu technique. Sur les valeurs, on revient sur les valeurs. Comment est-ce que vous ancrez les valeurs de l'entreprise au niveau de chaque collaborateur? On l'a un peu mentionné sur le fait que tu avais dès le départ, en fait, chaque personne que tu rencontres, en fait, tu la mesures finalement à la réalité des valeurs que toi tu portes et que tu veux voir exprimées dans ta vision. Mais évidemment, c'était facile quand vous étiez 10, 20, 30 peut-être. Là, vous êtes plusieurs centaines. Comment est-ce que tu peux réagir à cela? L'ancrage des valeurs de l'entreprise au niveau de chaque collaborateur. Est-ce que c'est de la répétition? Est-ce que c'est des événements? Comment est-ce que tu vois les choses? Non, bien sûr, c'est à plusieurs niveaux, hein. Déjà, nous avons, ça commence dès l'induction de l'employé, hein, donc dès l'induction de l'employé, dès son parcours, hein, donc où on va dire quasiment chaque employé, donc tous les employés passent par une semaine d'induction. Ils passent par une présentation de chaque département, une présentation de l'organigramme, des photos, de chaque employé pendant sa semaine d'induction. Il arrive même que si le DG est présent, il y a déjà, on vient le présenter au directeur général. Voilà, il passe aussi avec le service marketing. On lui explique quelles sont nos marques, quel est notre ADN, notre organisation, voici nos campagnes, et bien sûr un petit tour avec le service commercial et bien évidemment une visite de l'usine. Donc ça commence dès l'induction, mais ces valeurs, je dirais, c'est au quotidien en fait. C'est au quotidien. Au quotidien, un simple bonjour, vous savez, un simple bonjour. Moi, je fais la visite de l'usine deux fois par semaine, et je fais la tournée des bureaux. Un simple bonjour à un technicien de production, ça lui montre qu'à tous les niveaux, il faut descendre dans la hiérarchie, il faut descendre dans la société. Et donc, ces valeurs-là, elles transpirent. Donc ça, c'est plutôt des valeurs humaines qui sont propres, mais il y a aussi tous les événements d'entreprise. Donc, les séminaires. Donc, bien sûr, nous avons plusieurs événements d'entreprise, hein. Nous avons des kick-offs au niveau de l'usine, des kick-offs au niveau de l'usine et du siège où donc on vient récompenser les employés de façon individuelle et de façon collective aussi. On décerne des prix, mais aussi des kick-offs au niveau du service commercial où on vient aussi récompenser les employés au niveau de leur performance. Donc, ce sont deux temps forts au niveau de l'année. Donc, au niveau de l'usine et au niveau de l'équipe commerciale, on essaye aussi de rendre ces événements souvent, de les décentraliser. Donc, cette année, par exemple, nous l'avons fait à Yamoussoukro. L'année dernière, c'était à Bassam. L'année dernière, c'était à Bingerville. L'année d'avant, c'était à Bassam. Donc voilà, on veut aussi sortir de notre zone de confort. C'est bien, parce qu'on a aussi la moitié de nos équipes qui sont décentralisées à l'intérieur du pays. Donc voilà, c'est très important pour moi, hein. J'apporte beaucoup c'est qu'on va aussi chez l'autre. On descend tous sur le marché ensemble. Le DG, le directeur commercial, tous les commerciaux, on descend tous sur le marché, on fait des concours de vente, etc. Donc voilà, c'est des team building. Oui, des team building sont faits au moins 2 fois par an. D'accord. Mais c'est bien que tu l'aies mis dans ce sens-là, hein. Tu as bien mis le sens, et d'ailleurs on en avait parlé tout à l'heure, d'être connecté au terrain et au marché, et d'être dans une logique au quotidien, en fonction de l'emploi du temps des uns des autres, mais d'incarner et de faire preuve d'exemplarité finalement. Et puis derrière, les événements prennent du sens et viennent peut-être intensifier cela. Mais c'est d'abord l'exemplarité, l'incarnation au quotidien de ces valeurs, et de sentir que l'ensemble
du comité de direction, des managers, du staff finalement le vivent et le montrent. En tout cas, c'est ce que moi je bien ressens. sûr, c'est ce que nous privilégions aujourd'hui. Hein. Vous savez, nous privilégions aujourd'hui dans notre évolution de carrière de nos employés, nous privilégions est-ce que voilà, donc le manager, il a les hard skills pour devenir directeur ou chef de département, mais est-ce qu'il a aussi les soft skills et est-ce qu'il incarne les valeurs de la société? Et c'est des fois même plus important que les compétences requises à ce niveau-là. Ali, j'ai bien aimé quand tu as parlé d'onboarding, d'induction, et j'ai senti qu'il y avait un programme d'induction qui était très, très, très riche, donc il demande à nouveau de prendre du temps, que chacun prenne du temps. Donc il y a des ressources investies. On est toujours, moi, j'insiste un peu là-dessus parce qu'on voudrait que le capital humain soit, tu vois, le premier asset de l'organisation, mais c'est pas en claquant des doigts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dans le budget, il faut y mettre des ressources et du temps, etc. Et ça m'a évoqué quand tu as dit que la personne va voir le directeur commercial, va voir le marketing. En fait, tu veux que chaque personne, technicienne ou pas technicienne, finalement devienne un business partenaire de la société. En fait, un ambassadeur, un business partner ou un ambassadeur. Parce qu'après, cette personne, c'est sa famille élargie, c'est leurs amis. Et donc, autour de tout ça, on crée une communauté, en fait. D'accord, ok, super. Comme on est presque à la fin, Ali, on a pas mal de professionnels RH qui nous suivent et tu sais que Perfengo, on adresse… Moi, je suis disponible, hein, Emmanuel. Si vous voulez déborder de 15 minutes, il n'y a pas de souci. C'est top, c'est top. En tout cas, il y a un élément là, après tout ce qu'on s'est dit, d'une certaine manière, je voudrais qu'on synthétise et que tu m'expliques, toi dirigeant, et d'ailleurs, tu m'as expliqué que là, tu prenais tes responsabilités s'amplifier récemment. Tu peux en parler si c'est possible, si tu le souhaites. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que les RH, toi, pour pouvoir prendre tes décisions, pour pouvoir construire ta stratégie, pour pouvoir mettre en œuvre ton plan d'action, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui qu'est-ce qui te fournit déjà la direction des ressources humaines pour que justement, elle te facilite ton travail. Et je voudrais que tu te replaces dans l'idée qu'on a plein de professionnels RH avec nous qui interagissent avec leur DG, avec leurs dirigeants, tu vois, ou avec des comités de direction. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'une direction RH, capital humain, doit mettre en place pour véritablement devenir le business partenaire, doit faciliter le travail de la direction générale et du DG. Donne ton exemple, évidemment, et dis-nous comment tu vois cela, et un peu en mode conseil hein, pour notre communauté justement de professionnels RH. Bon, moi, je le vois à deux niveaux. Hein. D'abord, c'est au niveau des outils. Il faut avoir les outils en place. Ça, c'est le plus important. Il faut avoir les outils. Faut avoir les outils en RH. Il faut avoir l'équipe. D'abord, il faut avoir l'équipe, les hommes et les femmes et les hommes. OK. Il faut avoir les outils et les outils RH de paie, de gestion de carrière, de mobilité, etc. Donc, il faut avoir les outils. De deux, il faut les nourrir, les outils. Il faut les alimenter, en fait. Il faut alimenter votre base de données. OK. Donc, au niveau pour moi, les évaluations du personnel. Comment? Non, je dis les fameuses évaluations parce que tu as raison, c'est un sujet qu'on retrouve dans toutes les organisations sur le rythme, sur la fréquence, sur l'utilité, sur comment elles sont utilisées après, en fait. Tu as l'impression parfois qu'il y a un peu des usines à gaz d'évaluation qui sont peu ou mal optimisées ensuite, tu vois. C'est un peu le sujet que tu développes. Bien sûr. Donc, toutes les évaluations hein, qui sont faites aujourd'hui sont faites donc 2 fois par an entre le manager et puis le collaborateur. OK. Donc, ces évaluations permettent en tout cas d'apporter du concret, de la matière, je veux dire, quant à l'évolution ou non d'un employé. Et le dernier point, ce sont les formations. Hein, les formations les formations reçues par l'employé. Donc, ça, c'est la structure qui doit mettre à contribution donc les formations.
au niveau des employés. Et enfin, donc, il faut surtout accepter que votre DRH ou assistant des ressources humaines, peu importe la taille de l'organisation, mais se positionne en HR business partner, en fait, en conseil, en fait. En conseil. Faut l'intégrer, en fait. Et une fois que vous l'avez intégré, donc, sur base donc, d'outils, sur base d'outils, bien sûr, d'outils, de carrière, de compétences et bien sûr de soft skills, de capacité managériale du collaborateur, vous pouvez décider demain de son avenir, de sa promotion, de sa démotion, etc. Et donc, si vous voulez, le directeur des ressources humaines, la directrice des ressources humaines, en fait, c'est ce pont-là. Si vous voulez, c'est cette liaison-là. Voilà. Donc, et ce conseil, en fait, c'est hyper important. C'est vraiment ce conseil. Tu dis deux choses. Tu dis donc des choses qu'on entend sur les outils et sur HRBP. Donc, savoir évidemment utiliser les outils pour objectiver et aider à la prise de décision sur des sujets RH, évidemment, donc des sujets de recrutement, des sujets de mobilité, des sujets de succession, des sujets de développement des compétences, de formation. Bien sûr. Hein, c'est ça? C'est exactement ça. Et tu dis, et donc moi la question que je te pose, c'est un HRBP, qu'est-ce que c'est? Alors, plus spécifiquement de ton expérience, qu'est-ce qui… Non, et tu dis, il faut le laisser conseiller. C'est cette dimension qui m'intéresse. Et donc, ça veut dire que le dirigeant aussi doit accepter de quoi? De prendre du temps d'écoute, de challenger son RH pour que justement il y ait la bonne information qui sorte. C'est ça être conseiller? Qu'est-ce que c'est être conseiller pour un dirigeant? C'est ça. Déjà, un bon dirigeant, c'est un dirigeant qui sait écouter. Il faut savoir écouter. Et il faut savoir écouter. Et donc, il faut savoir écouter, analyser et puis décider derrière. Et donc, bien sûr, en fait, le DRH ou la DRH, elle manage du people toute la journée et elle fait beaucoup de cas pratiques. C'est son métier, en fait. C'est son métier de vous conseiller au mieux pour mieux décider au quotidien, en fait. Pour mieux décider au quotidien. Donc, c'est un peu aux États-Unis, ils ont des psychologues d'entreprise, c'est comme ça que ça se passe. J'irai pas jusque-là dans nos organisations, mais ce sont des vrais conseillers, des conseillers de dirigeants. Oui, d'accord. Ok, donc c'est vraiment ça vient des deux. Évidemment, il faut être outillé, il faut être formé pour cela. Et il faut avoir le mindset du point de vue du RH et du point de vue du dirigeant aussi. Il faut avoir décidé Après, c'est une relation qui ne peut être que, c'est une relation de confiance. Donc ça c'est hyper important. Donc il faut avoir confiance en la personne et c'est une relation durable en fait. Donc il faut pouvoir donc pour les RH s'inscrire dans la durée au sein de l'organisation. Ça c'est important pour gagner la confiance du dirigeant. Bien sûr. Top. Voilà. Ali, c'est ce qu'il y a de plus. Ouais. La confiance à nouveau qui évidemment se construit, mais qui est également d'ailleurs la capacité à faire confiance, la confiance en soi et faire confiance, c'est aussi des compétences comportementales et transversales qui se travaillent d'ailleurs. C'est des choses qui peuvent même se mesurer. Et c'est des choses que dans nos référentiels, on a cette capacité-là chez Perfengo d'ailleurs. Et évidemment que c'est très important. Ali, il est 17 heures passées. Je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon. En une heure, on ne peut pas évidemment approfondir les sujets complètement, mais je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon pour comprendre un petit peu ta vision du capital humain. On a compris que tu mettais vraiment côte à côte et pas face à face, mais bien côte à côte la dimension financière de l'investissement de ton outil industriel et de ton entreprise, autant que l'investissement de tes ressources humaines qui sont, si je comprends bien, un vrai levier de rentabilité. Tu sais,
on dit les RH centre de profit ou centre de coût ou centre d'investissement. C'est un centre de… Dis-moi. C'est un centre d'investissement et derrière de profit. Exactement. Et donc, si on devait finalement synthétiser tout ce qu'on s'est dit, c'est ce que tu véhicules comme idée, c'est que si tu en fais pas un centre de profit ou un centre de rentabilité, bon, bah ça, voilà, c'est terminé, quoi. On arrête le bal, quoi. Mais je vais revenir sur une petite expérience personnelle, Emmanuel, et ça c'est important, et ça c'est une expérience vécue et réelle. Dans le lancement d'Agrossi, j'ai été très frustré d'avoir très peu de formation, de promotion en interne depuis le Sénégal vers la Côte d'Ivoire, en fait. Ok. Et j'ai été très frustré et ça a traduit deux choses. C'est traduit on avait notre système de RH au niveau du Sénégal n'était pas assez mûr, ok. Et on dépendait trop sur les hommes, mais pas assez sur le système, en fait. Et c'est ce qui voilà. Et deux choses, on était trop attachés donc à notre capital humain, émotionnellement. Et donc quand j'ai pris le pari de la Côte d'Ivoire, je me suis dit bon, vu que j'ai une volonté aussi d'aller, j'espère, au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, je vais tirer les leçons de cette expérience-là vécue pour construire un système plus fort et pour assurer le plus de mobilité au sein de notre organisation, au sein du groupe. Et donc, ça s'est traduit, c'est réel, par des promotions. Maintenant, donc des promotions depuis la Côte d'Ivoire vers le Sénégal, aussi des rôles multi-pays, avec des casquettes multi-pays, donc des RH, road to market, avec des exports, etc., donc avec des compétences clés, ok, et donc avec des vraies synergies entre les deux organisations. Pour demain, s'il y a une autre expansion géographique, en tout cas, on a le système, on a les outils, on a le système, on a les hommes, et on peut se déployer plus rapidement. Et donc, tu confirmes à nouveau que le people s'enrichit de l'expérience, s'enrichit des expériences, d'ailleurs qu'elles soient réussies ou parfois qu'elles soient des échecs, mais elle s'enrichit de ça. Et donc, exactement. Si elles s'intègrent dans un système, on peut les réutiliser, ou en tout cas, on peut capitaliser et les réutiliser pour aller plus vite ou accélérer ailleurs ou au même endroit. Et donc, en fait, plus tu investis, tant que la vision et ton système est clair, plus tu te donnes des moyens finalement de te développer à moindre coût par la suite, ou en tout cas plus rapidement et en optimisant les ressources. C'est ce que tu es en train de nous dire aussi. Exactement. Et comme je te l'ai dit, Emmanuel, donc nous, on en a discuté et on a un ADN qui est propre, en fait. Comme je t'ai expliqué, on est à la chemin des croisés entre une multinationale, son système de travail, son système de travail, son outil industriel, tout son environnement, ses marques, etc. Et la PME locale avec toutes ses valeurs, donc l'agilité, le déploiement, une entreprise qui est coriace, qui décide vite, qui a une connaissance terrain qui est très forte. Et donc, en fait, si vous voulez, on est un brassage de ces deux environnements, en fait. Et donc, qui définit notre structure qui est au milieu, en fait, entre les deux. Et là, on est en train de pousser, en fait. On est en train d'aller plus loin. Et on est en train de créer de vraies académies qui nous ressemblent, en fait. On est sur comment on appelle ça? On est sur la création d'une académie de vendeurs au sein de notre groupe, okay, de commerciaux, et donc qui épouse, en fait, toutes ces compétences-là. Voilà, qui épouse toutes ces compétences qui sont propres à notre organisation. Et donc, en fait, là, on est en train même d'aller plus loin et de créer nos académies de vente. Ça, c'est pour un kick-off des premières promotions qui sortiraient quand, Ali? Et est-ce que c'est pour… donc, tu recrutes et tu mets dans le circuit de l'académie
des gens qui sont qui sont déjà dans l'organisation, ou tu fais rentrer des gens de l'extérieur pour les amener ensuite à intégrer l'organisation? Alors non, alors ça va être en interne, hein, ça va être de la formation en interne. On va se faire aider par bien sûr des cabinets de consulting, mais on va définir en fait à tous les échelons du département commercial, tous les échelons de département, quelles sont les compétences requises en hard skills comme en soft skills. Et puis donc voilà, on va aussi se faire former. Donc on va se faire former par un cabinet en fait qui va nous aider à former toutes nos équipes commerciales. Et donc pour l'évolution maintenant, une évolution encore plus maîtrisée de nos talents, il faudra compléter en tout cas des outils de formation, de la formation. Et donc voilà, c'est un projet qu'un ancien de chez vous est en train de mener au sein de notre organisation, hein, Thomas, hein, peut-être qu'il nous écoute ici. Et donc voilà, on a encore des soucis opérationnels à gérer avant de mettre en place, avant de lancer le projet en tout cas. Écoute, c'est super de terminer par ça, parce que tu vois, on voit bien que donc toute la démarche, la compréhension de votre différenciation, de votre spécificité, des valeurs, ce que tu disais, hein, c'est comme ça que tu as commencé à en parler. C'est parce qu'on est une PME, qu'on est aussi une start-up, qu'on est aussi une multinationale, etc., qu'on doit finalement créer les conditions et la structure pour que nous-mêmes, en fait, on transmette, on diffuse notre ADN à nos commerciaux, en l'occurrence ici. Donc, c'est comme si c'était, OK, le capital humain, c'est tellement au cœur de la génération du business et du développement de la boîte qu'en fait, on crée on crée cette académie. Ça illustre parfaitement bien, je pense, dans la démarche, en tout cas, ce que on pense, que vous pensez dans l'investissement qu'il faut donner à nos collaborateurs et à la force people de l'organisation. Donc, c'est vraiment top. Je ne sais pas s'il y a encore quelques questions. C'est le moment, si vous voulez poser les dernières questions. Sinon, Ali, moi, ce que je te propose peut-être, c'est de dire un petit peu, peut-être de passer le message fort que tu as envie de passer à la communauté Perf&Go, à ceux qui nous ont écoutés. Certains sont partis parce que effectivement, c'est 60 minutes. Là, on a fait une petite entorse à la règle avec énormément de plaisir avec Ali. Et encore, il y a des choses que tu nous as racontées qu'on n'a pas pu vraiment partager, mais on aura peut-être une autre occasion. Si en tout cas cette expérience t'a plu, Ali, on a plein de possibilités de recommencer cela. Voilà, donc posez vos questions, et Ali, si tu veux bien nous faire passer peut-être un message fort que tu as envie de transmettre à la fois à la communauté, à la fois peut-être à tes collaborateurs tout simplement, et à la communauté business. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Si je peux résumer les choses, bon, c'est difficile, hein, mais moi je le dis, croyez en vos rêves, hein, il faut croire en ses rêves. Ok, il faut aller au bout de ses idées. Et moi je suis quelqu'un qui ne lâche rien, donc je vais au bout des choses. Ok, voilà, je vais au bout de ma vision, je vais au bout de mes idées, et donc voilà, je suis prêt à relever tous les challenges que les marchés ou que le marché ou que l'environnement m'offre en fait. Donc voilà, je vais au bout des choses, et puis voilà, je reste toujours moi-même. Ok, je ne change pas, ça c'est important, peu importe les galons, les titres qu'on a. Et il y a que comme ça qu'on avance dans une société. Ok. Et c'est comme ça que tu embarques les gens dans l'aventure. Au fond, c'est ça, exactement. C'est l'élément. Voilà, c'est ça, pour embarquer et pour garder à bord les meilleurs et continuer à vous développer. Ali, alors je regarde juste alors est-ce que je vois que Emma a super bien fait son boulot, parce qu'elle a repris plein d'éléments de notre partage. Merci Emma. Merci à tous les participants, ceux qui sont là et ceux qui se sont inscrits, qui n'ont pas pu participer. Il y avait une centaine de personnes, recevront le replay de notre échange, Ali. Nous, on va aussi créer des petits messages un peu forts là qu'on a échangés, qu'on mettra sur le
sur les réseaux que tu pourras réutiliser. Écoute, rien à rajouter, hein, juste encore une fois, merci de nous avoir fait cet honneur de partager ton temps et surtout ton expérience. Je pense qu'on a plutôt bien répondu à l'hypothèse du talk. Capital humain, premier asset de l'organisation. Ça ne fait pas de doute pour Agrossi et tu nous l'as partagé. Donc, pour notre groupe, hein. Dis-moi. Pour le groupe, de façon générale, hein, c'est notre premier asset. Et pour le groupe, c'est pour ça que je me suis un peu restreint parce que je voulais pas qu'on aille trop au Sénégal et ailleurs parce que sinon ça aurait été trop long peut-être. Mais voilà, je sais pas si tu nous entends encore, Ali. Mais tu nous entends? Merci encore une fois à tous. Vous êtes encore une belle vingtaine à être connectés. Ali revient juste pour dire au revoir peut-être. Le prochain talk, ça sera dans un mois à peu près, fin mars, et avec à nouveau un dirigeant super inspirant et éclairé. On vous fera l'annonce très bientôt. Merci encore une fois à tous qui avaient été présents. Merci Khadija, merci Thomas d'être présent, d'avoir été présent. Alain, merci beaucoup. Soumaïla, merci également. Marie-Rose, Ekra, merci d'avoir participé à ce talk. Je vois que Suzy était là aussi. Karim, Arnold, merci. Soyez fidèles à nos contenus et à Perfengo et Smartmetrics. Et on vous retrouve très bientôt. Je regarde juste si Ali va se reconnecter, mais je crois que cette fois-ci, il est vraiment parti. Merci à tous encore une fois et à très bientôt. Bye bye.